Le pacte du Najd est un pacte oral qui a été passé entre un homme qui est un chef de tribu et un prédicateur religieux qui s'appelle Mohamed Abdel Wahab. Le principe du pacte étant que c'était une espèce d'ambition commune, pour l'un d'unifier la péninsule, pour l'autre de propager sa version de l'islam qu'on a appelé le wahhabisme, et puis qui ensuite s'appellera le salafisme. C'est un pacte qui se fait au XVIIIe siècle et qui va amener progressivement à la conquête de la péninsule, sous l'autorité de la famille des Saouds, mais avec évidemment associé directement au pouvoir tous les descendants d'Abdel Wahab, qui s'appellent la famille Al-Sher. Alors ça dit de l'ADN de l'Arabie Saoudite d'abord que évidemment la version officielle de l'islam qui est en Arabie Saoudite, c'est le wahhabisme, c'est-à-dire une version qui est extrêmement radicale, intégriste, etc. Alors je la définirai en termes d'idée politique parce que je crois que c'est la meilleure des définitions qu'on puisse donner. C'est un théologien musulman qui m'a dit ça. Il m'a dit que c'est la version la plus raciste, la plus sexiste, la plus antisémite, la plus homophobe, la plus misogyne, la plus sectaire de l'islam. Bon, donc vous avez à peu près la définition du wahhabisme. La politique de civilisation, c'est ce que font tous ceux qui, au sein même de l'islam, comme des autres religions, luttent contre le fanatisme et contre le terrorisme. Ceux qui en appellent aux valeurs fondamentales de l'islam pour combattre l'intégrisme. L'intégrisme, c'est la négation de l'islam. La feuille de vigne, si vous voulez, qui existait sur l'Arabie Saoudite pendant toute la guerre froide, où on s'est dit avec l'Afghanistan, c'est important que les Saoudiens soient avec nous pour lutter contre la laïcité et la communiste, on s'est aperçu que progressivement, en fait, que l'Arabie Saoudite avait sa propre stratégie diplomatique. Qu'en Afghanistan, ce qui les intéressait, c'était notamment d'installer au Pakistan des madrasas, des écoles coraniques wahhabites, qui allaient donner naissance, quelques années plus tard, aux talibans, qui étymologiquement signifie les étudiants en religion. Et personne n'a vu arriver les talibans, parce que tout le monde pensait que c'était la guerre entre Massoud, Gulbuddin Hekmatyar, etc. Non. Ce qui était intéressant, c'est ce mouvement de fond que nous n'avons pas vu venir. Alors, très satisfait de la disparition de l'URSS, les États-Unis n'avaient pas de problème à négocier avec les talibans à l'époque. Ils pouvaient détruire les Bouddhas de Bamiyan, c'était pas dramatique. Donc c'est à partir du moment où effectivement on s'aperçoit que ces salafistes provoquent les années sombres en Algérie, 10 ans de guerre civile, 500 000 morts, etc., qu'on va les retrouver dans différents endroits de la planète, qu'on commence à se préoccuper de ça, et en particulier le fait qu'on les retrouve ici maintenant. Voilà. Riche Arabie Saoudite aussi, et sa manne pétrolière bien sûr. Le Royaume prévoit d'investir 500 milliards de dollars dans les 20 ans à venir. La France est pour l'instant le 8e investisseur. Les promesses de contrat pour le moment attendent. Loin en tout cas de l'ami et protecteur américain. D'ailleurs, George Bush est attendu ici dans quelques heures, juste après le départ de Nicolas Sarkozy. La seule manière pour l'Arabie Saoudite de ne pas perdre sa légitimité, c'est pas de combattre Daesh, parce qu'elle a trop peur pour sa société interne. La seule solution, c'est de combattre des chiites pour montrer qu'eux aussi défendent plus que les autres les sunnites. Et d'où l'attaque contre le Yémen, puisqu'il n'y avait aucune raison. Et donc c'est là que vous trouvez l'origine de ce silence des Occidentaux sur ce qui se passe au Yémen, pour se dire, regardez, c'est dramatique, on bombarde Alep. Mais je veux dire, le 15 août, il y a eu un bombardement par l'aviation saoudienne d'un hôpital dans une ville du Yémen qui s'appelle Habs. Personne n'en a entendu parler. Donc on est toujours dans cette espèce de schizophrénie où médias, explications médiatiques, explications politiques, peu importe, il y a effectivement cette espèce de tolérance à l'égard de ce qui se passe en Arabie Saoudite. Je viens de m'entretenir avec Ismail Cheikh Ahmed. Je voudrais d'abord à nouveau condamner avec la plus grande fermeté les frappes qui ont eu lieu samedi à Sanaa et qui ont touché un rassemblement funéraire, des personnes qui étaient recueillies pour un deuil. Et ces frappes ont fait plus de 140 morts et plus de 500 blessés. C'est un événement dramatique, alors que la population civile est déjà dans une situation de très grande détresse, puisque une très grande partie de la population du Yémen nécessite une aide humanitaire et les organisations non gouvernementales ne cessent de réclamer l'arrivée de cette aide humanitaire et ce que nous partageons évidemment. En ce qui concerne la France, nous encourageons la coalition à rendre public, dès qu'ils seront connus, les résultats de l'enquête qui a été ouverte. Et quant à l'attitude de la France, vous la connaissez, c'est la même depuis le début de ce conflit.
Nous souhaitons que les différentes parties coopèrent activement et s'engagent résolument en faveur d'une sortie de crise politique. Il n'y a pas de solution militaire et l'intervention des frappes ne crée que davantage de chaos, de mort, de misère et de destruction. Il n'était pas le bienvenu. Le Bahri en boue, un cargo saoudien arrivé jeudi au port de Cherbourg. Des armes, notamment françaises. Un navire soupçonné de venir charger du matériel militaire français. Plusieurs ONG soupçonnent Riyad de faire usage de ces armes dans la guerre au Yémen. Amnesty International dénonce une violation des engagements internationaux. Des multiples États ont failli à leur obligation internationale qui consiste à stopper les transferts d'armes servant à commettre des crimes de guerre et d'autres graves violations des droits humains. Comment vous jugez la position de Jean-Marc Ayrault et de l'Arabie Saoudite, plus en détail? Jean-Marc Ayrault n'est pas spécialement un homme qui a jusqu'à maintenant marqué une diplomatie particulière à l'égard de l'Arabie Saoudite. Il y a une longue continuité de relations de la France avec l'Arabie Saoudite. Le premier voyage en fait officiel français en Arabie Saoudite, c'est 67, le général de Gaulle. Il avait prévu, puis il y a eu les événements de mai 68, ça n'a pas pu se faire. Bon. Mais c'était la prise en compte du fait qu'il y avait un pays qui était un pays qui, sur le plan énergétique, était très important, mais ce qui, sur le plan géopolitique, paraissait un espèce d'acteur mineur, hein, puisque c'était l'Arabie Saoudite des années 67. Bon. Simplement, on a effectivement, dans la région du Golfe, plutôt d'ailleurs sur les Émirats, le Qatar et autres, eu des très gros contrats, moins sur l'Arabie Saoudite. Mais il y a toujours l'idée que l'Arabie Saoudite est un espèce de client qu'il faut ménager parce qu'il y a toujours une perspective de 10 milliards de contrats en cours de signature. Moi, depuis que je m'occupe de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire quand j'ai commencé dans les années 1992, on avait déjà 10 milliards de contrats en perspective. Bon, ce qu'on appelle la prospective glissante, hein, c'est pas grave, il suffit de reporter à chaque fois l'attente de contrats. Mais c'est pour dire qu'il y a de gros contrats de temps en temps avec l'Arabie Saoudite qui touchent au domaine du BTP, de l'armement, de l'énergie, etc. Mais il reste que le discours, la condition de ces contrats, c'est effectivement l'extraordinaire mutisme sur les droits de l'homme en Arabie Saoudite. Donc Ayrault ne changera pas grand-chose, à mon avis, à cette politique-là. Il continuera à être celle du réalisme. Mais si effectivement on baissait d'un ton sur la question des droits de l'homme à chaque fois qu'on a l'occasion de le sortir, ce serait un peu plus cohérent. Devant un parterre de chefs d'entreprise, il insiste volontiers sur le poids des Saoudiens dans la résolution des crises régionales. Le Liban, bien sûr, l'État palestinien et surtout le dossier très sensible du nucléaire iranien. La France ne veut pas d'un affrontement entre l'Orient et l'Occident. Cet affrontement serait mortel. En peu de mots, j'ai l'impression que la France continue à se poser comme puissance moyenne, alors qu'elle est devenue, à mon avis, un pays de moyenne impuissance. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le discours et la réalité des moyens. Bon. Plus tôt dans la semaine, le cargo a dû rebrousser chemin avant d'arriver au port d'Anvers, les autorités belges ayant refusé son accostage. Après Cherbourg, il doit poursuivre son périple vers le Royaume-Uni et l'Italie, où d'autres manifestations sont prévues. Dans une lettre publiée mercredi, 17 ONG demandent au gouvernement français de faire toute la lumière sur la nature du chargement du Bahri en boue, connu pour transporter des armes pour le compte du ministère de la Défense saoudien. Un appel resté pour l'heure sans réponse. Simplement, c'est extrêmement difficile à prendre en compte parce que ça voudrait dire qu'il faudrait réexaminer toute une partie de notre diplomatie pour que véritablement nos intérêts s'ajustent avec ce que nous prétendons pouvoir jouer comme rôle. Un des exemples les plus classiques étant évidemment cette espèce de logo qu'on met systématiquement en avant en disant la France pays des droits de l'homme. Mais enfin, on sait très bien que quand on combat Daesh pour défendre l'Arabie Saoudite, on voit bien que ce n'est pas la politique des droits de l'homme qui guide notre choix. Bon. Donc, arriver à quelque chose qui soit un peu plus près de la réalité de nos intérêts et surtout qu'on cesse de donner des leçons à la planète entière sur les droits de l'homme quand on oublie l'Arabie Saoudite dans la liste, ça fait partie de ces réévaluations qui pourraient se faire. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir ainsi que les ministres qui vont... Nous sommes allés la semaine des ambassadeurs organisée par le Quai d'Orsay. Vous avez vu notre fameuse vidéo Thug Life à près de 300 000 vues. Quel est votre avis sur
cette vidéo, notre action? Est-ce que c'était légitime qu'on se déplace pour poser ce type de questions? Est-ce que vous comprenez pourquoi on nous a répondu en première réponse qu'on ne voyait pas la relation entre le sujet du débat et notre question? Non, la question est d'autant plus légitime qu'effectivement, ça fait partie de ces contradictions extraordinaires. C'est-à-dire, on va se lever les bras au ciel à chaque fois qu'il y a une exécution publique en Iran, mais le jour où il y en a 45 en Arabie Saoudite, dont un imam chiite qui n'a rien fait si ce n'est contester le régime, en demandant simplement les mêmes droits pour les chiites que pour les sunnites, hein, c'était l'unique revendication. Qu'on se taise là-dessus, c'est fantastique. Que pour Raif Badawi, on ait droit à une question orale d'un député, d'un sénateur, Madame Goulet, sur qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de sauver ce pauvre type qui est quand même condamné à 1000 coups de fouet et 10 ans de prison. Moi, je crois qu'on peut négocier sur les 10 ans de prison parce que le type sera mort au bout des 1000 coups de fouet. Donc, de toute façon, au moins, on peut obtenir qu'il ne fasse pas ces années de prison. Mais on en est dans ce cynisme-là. C'est-à-dire que quelque chose qui, encore une fois, à l'égard de l'Arabie Saoudite est une espèce de faillite de notre ligne diplomatique pour ce qui concerne cette espèce encore une fois, de publicité continuellement répétée sur la France, pays des droits de l'homme, en permanence du Conseil de sécurité. Ils se rencontrent pour la première fois. Emmanuel Macron est arrivé à Riyad jeudi soir pour une visite surprise de quelques heures. Il a été reçu par le prince héritier d'Arabie Saoudite. Le titre de vos amis, votre frère. Je suis heureux que vous ayez accepté de prendre un peu de temps. Donc, moi, je me souviens d'un article d'un grand quotidien du soir qui, allait au moment où le président actuel est arrivé au pouvoir, disait « Le président Hollande veut changer de portage et donc va abandonner le Qatar pour choisir l'Arabie Saoudite. » Ciel, nous étions effectivement dans un grand bouleversement de la politique extérieure. On est encore une fois dans quelque chose qui fait que ce serait vivable si l'Arabie Saoudite n'était pas le moteur générateur du salafisme partout sur la planète. Là, maintenant, on est face à un principe de réalité. Si on veut arrêter le salafisme, il faut se poser la question de l'Arabie Saoudite. On nous a répondu en deuxième réponse que l'Arabie Saoudite participait à la lutte contre le terrorisme, que l'Arabie Saoudite avait été frappée sur son sol aussi par des actes terroristes. C'est vrai, enfin, l'Arabie Saoudite a été frappée sur son sol. Elle a été frappée par les radicaux qu'elle a elle-même formés. Parce que rappelez-vous, les premiers attentats sur l'Arabie Saoudite, c'est Al-Qaïda, c'est Ben Laden, qui justement reproche au régime d'en avoir appelé aux mécréants pour le sauver. Et ça, c'est une contradiction structurelle de l'Arabie Saoudite, c'est que c'est un régime qui a été constitué à sa naissance par une dynastie, les Saouds, et par une famille, les Al-Sher, c'est-à-dire les descendants d'Abd al-Wahhab. Et donc, ces deux entités gèrent la grosse PME familiale qu'est l'Arabie Saoudite. Et à chaque fois que la dynastie, pour sauver sa tête, en appelle aux mécréants, ça s'est fait en 91, ça s'est fait en 79 pour l'occupation de la Grande Mosquée, etc., et ça se fait encore aujourd'hui, à chaque fois, la dynastie doit se tourner vers ses oulémas pour qu'ils lui trouvent une bonne explication théologique pour cette trahison. Donc, ces oulémas étant aussi habiles que nos jésuites pour arriver à trouver des explications, en échange, la dynastie doit leur donner plus de moyens. Et ce qui m'a beaucoup frappé, moi, quand j'ai écrit mon bouquin, c'est que des gens qui étaient allés en Arabie Saoudite il y a 50 ans, des femmes en particulier, disaient « Mais à l'époque, les occidentales n'étaient pas obligées de se voiler, elles pouvaient sortir les bras nus, il y avait des cinémas, etc. » Or, au fur et à mesure, ces oulémas ont gagné de plus en plus de pouvoir sur la société civile saoudienne, qui fait que, par exemple, à chaque fois qu'il y a eu une crise, le durcissement s'est marqué. Après la crise de 91, par exemple, il n'y a eu plus un seul cinéma à Riyad, fermé. Il n'y avait plus de bibliothèque, etc. Donc vous avez ce pays extraordinaire qui est là aujourd'hui, qui est un pays qui se caractérise par le fait qu'il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de centre culturel. Vous comprenez qu'effectivement, il vaut mieux aller faire le djihad dans ce cas-là. Au moins, on s'amuse un peu. Et donc, cette schizophrénie à l'égard de l'Arabie Saoudite fait que c'est un mécanisme structurel pour lequel, en conclusion, la diplomatie religieuse est un élément de l'ADN du régime. Donc, on ne peut pas penser que ce régime va arrêter de faire sa propagation du salafisme, puisque c'est la condition même pour que les oulémas soutiennent le régime à chaque fois qu'il en a besoin. Je vous ai dit qu'on avait un premier ennemi qui était l'islam djihadiste. On en a un second. Et je ne veux pas passer sous silence cela. C'est l'islam politique. Et je n'accepte pas que celles et ceux d'entre nous qui portent le débat sur la question de l'islam politique soient traités d'islamophobes. Je n'ai aucune leçon à recevoir en la matière.